Le couteau trancha l'air avec une précision mortelle, mais ce n'était pas du sang qui jaillit, seulement un cri étouffé qui résonna dans la ruelle sombre de Belleville. « Pourquoi moi, Jules ? Pourquoi maintenant ?» balbutiai-je, le cœur battant à tout rompre, tandis que son regard, autrefois si moqueur, se brisait en mille éclats de regret. Et là, sous la pluie battante de Paris, il s'agenouilla, non pas en conquérant, mais en suppliquant, murmurant « Amaury, je t'en prie. Donne-moi une chance de réparer ce que j'ai détruit. » La mémoire a cette étrange manie de ressurgir au moment le plus inopportun, comme un fantôme qui refuse de s'effacer. C'était une semaine ordinaire d'automne à Paris, de celle où les feuilles jaunies du Luxembourg tapissent les allées d'une mélancolie feutrée, et où l'air porte encore l'odeur lointaine des vacances d'été. J'étais assis dans mon bureau au dernier étage d'un immeuble haussmannien du Marais, entouré de piles de dossiers et d'écrans qui clignotaient comme des étoiles indifférentes. À 35 ans, Amaury Lefebvre, fondateur d'une petite agence de design graphique, j'avais appris à dompter le chaos, celui des clients capricieux, celui des deadlines impitoyables, et surtout, celui qui grouillait encore au fond de mon âme, vestige d'une adolescence volée. Le téléphone sonna, un numéro inconnu. Je décrochai machinalement, la voix professionnelle que j'avais polie au fil des ans. Agence Lefebvre, bonjour. Une hésitation à l'autre bout du fil, puis une voix rauque, presque brisée, Amaury ? C'est Jules. Jules Moreau. Mon sang se figea. Jules. Le nom seul suffit à rouvrir une plaie que j'avais cru cicatriser. Le garçon qui m'avait traqué au collège Sainte-Marie, à Lyon, transformant chaque corridor en arène de ses moqueries cruelles. Le PD du bahut, c'est ainsi qu'il m'appelait, lui et sa bande de loups affamés de vulnérabilité. Des baffes volées dans les vestiaires, des graffitis sur mon casier à Mauritius pour 1 euro, des nuits passées à pleurer dans ma chambre, à me demander pourquoi mon corps, mon cœur, trahissait si ouvertement ce qu'il attendait de moi, la normalité, la virilité incontestée. Je raccrochai sans un mot, le combiné tremblant dans ma main. Mais il rappela. Insista. Et le lendemain, il se présenta à mon bureau, comme un spectre surgi des limbes. Grand, les épaules larges sous un manteau usé, les cheveux châtains en bataille, striés de fils gris précoces. Ses yeux, d'un bleu perçant qui m'avait jadis terrifié, étaient maintenant voilés d'une fatigue profonde. J'ai besoin d'un job, Amaury. N'importe quoi. Je sais que tu détestes mon nom, mais... Je suis à sec. Ma femme m'a quitté, les gosses. Ils ne veulent plus me voir. Sa voix se brisa sur ce dernier mot, et pour la première fois, je vis en lui non pas le bourreau, mais un homme brisé, agenouillé au bord du gouffre. Je le fis entrer dans la salle de réunion, un espace minimaliste aux murs blancs et aux fauteuils en cuir souple. Il s'assit, les mains jointes comme en prière, et déballa son histoire en phrases hachées, entrecoupées de silences lourds. Divorcé depuis 6 mois, ruiné par une faillite de sa petite entreprise de plomberie à la périphérie de Paris, il errait de ville en ville, dormant sur des canapés d'amis réticents. Je ne suis plus ce gamin arrogant, Amaury. Le collège. C'était de la peur. Ma propre peur. Il baissa les yeux, et je sentis une fissure dans ma carapace. La peur. Était-ce une excuse? Ou une vérité que j'avais moi-même fui pendant des années? Je lui offris un café, noir et amer comme mes souvenirs. Tandis qu'il buvait, je l'observais, les rides au coin de ses yeux, la cicatrice discrète sur sa mâchoire. Un accident de moto, dit-il, lors d'une nuit trop arrosée. Il avait 40 ans passés, mais portait son âge comme un fardeau trop lourd. Pourquoi moi, demandai-je enfin, la voix basse. Parce que tu es le seul que j'ai vraiment blessé, et que tu as réussi là où j'ai échoué. Ton agence. C'est du beau boulot. Et moi, je sais réparer les fuites, au sens propre comme au figuré. Un sourire timide, presque enfantin, effleura ses lèvres. Je ris malgré moi, un rire nerveux qui dissipa un instant l'ombre entre nous. Les jours suivants furent un tourbillon contradictoire. Je l'embauchai comme assistant technique, rien de glamour, juste des réparations informatiques et des livraisons, et il se montra d'une efficacité surprenante. Matinée passée à déboguer les ordinateurs de l'équipe, après-midi à charrier des cartons sous la pluie fine de novembre. Il évitait mon regard, se contentant de hochements de tête polis, mais je sentais son regard peser sur moi quand je passais dans les couloirs, dessinant des logos sur ma tablette. Un soir, tard, alors que la ville s'illuminait de ses néons mouillés, il frappa à la porte de mon bureau. Merci, Amaury. Vraiment. Et il partit avant que je puisse répondre.
Pourtant, la nuit, les souvenirs affluaient. Je revoyais le Jules du collège, le quarterback de l'équipe de foot, le roi incontesté des fêtes clandestines dans les caves lyonnaises, entouré de filles pendues à ses lèvres. Moi, le rat de bibliothèque, le garçon aux joues roses qui rougissait devant les posters de Jude Law. Un soir, lors d'une sortie scolaire à Paris ou ironie du sort, notre première et dernière, il m'avait coincé dans les toilettes du Louvre. T'es bizarre, Lefebvre. T'aimes les mecs, hein? Son souffle chaud contre mon oreille, son corps pressé contre le mien, pas de violence, cette fois, mais une menace voilée, une curiosité malsaine qui m'avait laissé tremblant. Était-ce déjà là, cette ambiguïté qui le rongeait maintenant? Au fil des semaines, une routine s'installa. Des pauses café partagées dans la petite cuisine de l'agence, des anecdotes sur nos vies d'adultes. Il me raconta son mariage hâtif à 20 ans, une grossesse imprévue avec une fille de son quartier, ses enfants, un garçon de 12 ans obsédé par les jeux vidéo et une fillette de 8 ans qui dessinait des licornes. Je les aimais, tu sais. Mais je n'ai jamais su comment être un père. Ou un mari. Sa voix se teinta de regret, et je me surpris à compatir. Moi, qui n'avais jamais osé m'engager ou une série de flirts éphémères avec des artistes parisiens, des nuits solitaires dans mon appartement haussmannien surplombant la Seine. Un vendredi soir, après une deadline serrée, l'équipe organisa un pot au comptoir général, ce bar bohème aux berges du canal Saint-Martin. Jules hésita, mais je l'invitai d'un geste. Viens, ça te changera les idées. Il accepta, et sous les guirlandes lumineuses, une bière à la main, il se détendit. La musique jazz flottait, les rires fusaient, et pour la première fois, je le vis sourire vraiment, un sourire franc, qui creusait des fossettes oubliées. Nous parlâmes de tout et de rien, des expos au centre Pompidou, des matchs de rugby à Clermont, de cette fois où j'avais failli rater mon bac à cause d'une crise de larmes en pleine disserte. T'es fort, Amaury. Plus que moi. Ces mots, murmurés dans le bruit ambiant, me touchèrent comme une caresse inattendue. La soirée s'étira, et quand les autres partirent, nous nous retrouvâmes seuls sur le quai, face à l'eau noire miroitante. La lune se reflétait en éclats argentés, et l'air était chargé d'une humidité qui collait les chemises à la peau. Jules, pourquoi m'as-tu harcelé comme ça, lâchai-je enfin, le vin aidant. Il s'arrêta, alluma une cigarette d'une main tremblante. Parce que tu me faisais peur. Tu étais libre, d'une certaine façon. Moi, j'étais prisonnier de ce que les autres attendaient de moi. Et toi, avec tes regards en coin sur les profs, tes poèmes cachés. Tu me rappelais ce que je refusais en moi. Le bout de sa cigarette rougeoya dans la nuit, et je sentis mon pouce accélérer. Était-ce une confession? Ou un piège habile? Nous marchâmes en silence jusqu'à Bastille, les pavés luisants sous nos pas. Devant mon immeuble, il s'arrêta. Bonne nuit, patron. Mais son regard s'attarda, une fraction de seconde trop longtemps, et je crus y lire une fin ancienne, refoulée. Je montai chez moi, le cœur en tumulte, et m'effondrai sur mon lit sans même ôter mes chaussures. Les rêves vinrent, fiévreux, des mains fortes sur ma peau, un souffle rauque contre mon cou, et ce nom au Jules qui s'échappait de mes lèvres dans un gémissement étouffé. Le lundi suivant, l'agence bourdonnait d'une énergie nouvelle. Un gros contrat avec une marque de mode éthique, des deadlines qui s'empilaient comme des dominos. Jules, fidèle au poste, réparait un projecteur défaillant quand je passais. Nos yeux se croisèrent, et un courant électrique traversa la pièce. Besoin d'aide, demandai-je, plus pour rompre le silence que par nécessité. Il secoua la tête, mais son sourire était là, complice. Cet après-midi-là, lors d'une pause, il me montra une photo sur son téléphone, ses enfants, souriant sur une plage normande. Je les vois ce week-end. Grâce à toi, je pourrai leur payer un cadeau. Sa gratitude était palpable, et je sentis une chaleur se diffuser dans ma poitrine, pas de la pitié, mais quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Pourtant, les ombres persistaient. Une collègue, Élise, me glissa un soir, ton nouvel assistant, il a l'air tourmenté. Fais gaffe, Amaury. Je haussai les épaules, mais ces mots semèrent le doute. Était-ce de la jalousie professionnelle, ou un avertissement fondé? Je fouillai discrètement, une recherche Google révéla des articles sur sa faillite, des rumeurs de dettes de jeu, et un divorce où son ex l'accusait de négligence. Rien de bien méchant, mais assez pour me rappeler que les fantômes du passé ne s'exorcisent pas si facilement. La semaine s'acheva sur une note inattendue. Une tempête s'abattit sur Paris, transformant les rues en fleuves tumultueux.
L'agence ferma tôt, et Jules et moi nous retrouvâmes coincés sous l'auvent d'un café place des Vosges. La pluie martelait le sol, et nous rions de notre malchance, épaule contre épaule. « Tu te souviens de cette sortie au Louvre » dis-je soudain, le vin de la veille encore dans les veines. Il pâlit. Oui. J'étais un con. Puis, plus bas, et si je te disais que ce n'était pas seulement de la haine? Son aveu plana entre nous, suspendu comme une goutte sur le point de tomber. Je ne répondis pas, mais quand la pluie se calma, je l'invitai chez moi pour un café. Juste pour te sécher. Mon appartement était un havre de simplicité, livres empilés contre les murs crème, toiles abstraites au ton bleu, et une vue sur les toits incés de Paris. Il s'assit sur le canapé, frottant ses cheveux humides avec une serviette. Nous parlâmes tard, de tout, de la solitude des grandes villes, de l'amour qui fuit comme l'eau entre les doigts. J'ai toujours su que j'étais différent, Amaury. Mais j'ai nié jusqu'à ce que ça me bouffe. Ces mots étaient un murmure, et quand il leva les yeux, je vis les larmes qu'il retenait. Sans réfléchir, je posai ma main sur la sienne. Sa peau était chaude, rugueuse, et un frisson me traversa. Ce fut le début d'une danse fragile, un tango des âmes blessées. Les jours suivants, nos échanges se teintent d'intimité, un texto matinal au bonjour, beau gosse, un effleurement accidentel dans l'ascenseur. Paris, avec ses cafés enfumés et ses parcs embrumés, devint le décor de notre renaissance. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si c'était un mensonge? Et si Jules n'était qu'un opportuniste, utilisant le passé pour s'accrocher à mon présent? L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de velours gris, étouffant les couleurs sous une couche de givre. Les lumières de Noël scintillaient déjà sur les Champs-Élysées, mais dans mon cœur, c'était une autre lueur qui vacillait, celle d'un espoir naissant, teinté de méfiance. Jules s'était insinué dans ma vie avec la subtilité d'une marée montante, submergeant les digues que j'avais érigées contre le passé. Nos soirées se multipliaient et dîners improvisés dans des bistrots de Montmartre, promenades le long de la Seine gelée, et chaque moment était une révélation. Un soir, après une projection au Forum des Halles, un film italien sur l'amour interdit, aux images saturées de passion contenue, nous nous retrouvâmes dans un bar à vin du quartier latin. L'air était lourd de l'odeur du merlot et des rires étouffés. Assis face à face, les flammes de la cheminée dansant sur nos visages, il osa enfin, Amaury, ce qui s'est passé au collège. Ce n'était pas que de la cruauté. C'était de la jalousie. Tu étais si pur dans ta différence, et moi, je me haïssais pour les mêmes raisons. Ses doigts effleurèrent les miens sur la table en bois patiné, un geste hésitant qui fit bondir mon pouls. Jules, et si on recommençait à zéro, murmurai-je, la voix enrouée par l'émotion. Il accepta, et ce fut comme si Paris conspirait pour nous, une neige rare saupoudra la ville cette nuit-là, transformant les rues en un tableau impressionniste. Nous marchâmes jusqu'à chez moi, main dans la main, ignorant les regards curieux. Sur le seuil, il m'embrassa un baiser timide d'abord, puis fiévreux, chargé de toutes les années perdues. Ses lèvres étaient salées de larmes, ou peut-être des miennes, et son corps contre le mien était une encre dans la tempête. Nous fîmes l'amour pour la première fois dans la pénombre de ma chambre, avec une tendresse maladroite, comme deux adolescents découvrant leur peau. Ses mains, calleuses des travaux manuels, tracèrent des chemins de feu sur ma chair, et dans ses gémissements, j'entendis l'écho d'un pardon mutuel. Les semaines suivantes furent un enchantement. Jules s'ouvrit comme une fleur au soleil, il me raconta ses nuits solitaires après le divorce, ses doutes sur son orientation, refoulés sous des couches de masculinité toxique. J'ai épousé Claire pour fuir, pour me prouver que j'étais normal. Mais chaque fois que je te voyais au collège, avec ton sourire secret, je sentais quelque chose se fissurer en moi. Nous rions de nos peurs communes, de ces années gaspillées à performer un rôle qui n'était pas le nôtre. À l'agence, notre secret était bien gardé, des regards complices par-dessus les bureaux, des textos codés, mais l'énergie entre nous était palpable, un courant qui boostait la créativité de toute l'équipe. Pourtant, les fissures apparurent subtilement. Un appel de son ex-femme, Lucie, qu'il prenait en cachette dans les toilettes de l'agence. Les gosses te demandent, Jules. Mais tu dois payer la pension. Sa voix, tendue au téléphone, me glaça. Puis, des soirées où il rentrait tard, prétextant des courses pour les enfants. Je ne dis rien, préférant ignorer le serpent du doute qui rampait dans mon ventre. Paris, avec sa magie, masquait les ombres, nous visitions le musée d'Orsay, main dans la main sous les manteaux, admirant les nudes courbées qui nous rappelaient nos propres corps enlacés. Noël approchait, et je décidai de l'inviter chez moi pour les fêtes, une première pour nous deux, orphelins de famille traditionnelle.
J'avais décoré l'appartement avec des guirlandes blanches et un sapin minuscule, orné de boules artisanales. Il arriva les bras chargés, un vin de Bourgogne pour trinquer, et un cadeau enveloppé maladroitement un carnet de croquis, comme ceux que j'utilisais adolescent. Pour que tu dessines notre histoire, dit-il, les yeux brillants. Nous dînâmes d'une dinde rôtie et de marrons glacés, écoutant du Piaf sur le tourne-disque. Puis, lové sur le canapé, il me confia son plus grand secret, j'ai vu un psy, l'an dernier. Pour l'alcool, pour tout. Et il m'a dit que j'étais bisexuel, ou gay, peu importe. Mais toi. Tu es ma vérité. Cette nuit-là, notre amour prit une dimension plus profonde. Il pleura dans mes bras, libérant des sanglots qui venaient des abysses, et je le berçai comme un enfant, murmurant des promesses que je n'étais pas sûr de tenir. Au matin, réveillés par la lumière pâle filtrant à travers les volets, nous fîmes l'amour à nouveau, lentement, savourant chaque caresse comme un sacrement. Paris s'éveillait sous une neige persistante, et pour la première fois depuis des années, je me sentis entier. Mais le nouvel an apporta le premier coup de vent. Lors d'une fête chez Élise, dans un loft de Belleville, Jules but trop. Les verres de champagne s'enchaînèrent, et sous les feux d'artifice qui explosaient au-dessus de la ville, il s'effondra en confidence, j'ai merdé, Amaury. Avant de te revoir, j'ai couché avec un type, juste une fois, pour tester. Mais c'était vide. Son aveu, jeté comme une grenade, me frappa en plein cœur. Était-ce de l'honnêteté, ou une façon de me tester? Je souris, feignant l'indifférence, mais intérieurement, la jalousie rongeait. C'est du passé, dis-je, mais les mots sonnaient faux. L'année recommença sur cette note aigre-douce. À l'agence, un projet majeur nous occupa, la refonte du site d'une ONG pour les droits LGBTQ+ en France. Ironie du sort, Jules m'aida aux recherches, lisant des témoignages qui le faisaient blêmir. J'aurais dû être du bon côté, à l'époque, murmura-t-il un soir, penché sur mon épaule. Nos corps se frôlaient constamment, un prétexte à des baisers volés dans les archives. Mais les appels de Lucie se multiplièrent, et un jour, je l'entendis hurler, « Tu préfères ton petit ami à tes gosses ? Tu es pathétique. » Il raccrocha, le visage défait, et je ne pus m'empêcher de demander, « C'est vrai ?» Il explosa, pour la première fois. Pathétique ? C'est elle qui m'a jeté parce que j'étais pas assez homme. Et toi, Amaury, tu crois que c'est facile de changer après 20 ans de mensonges? Nous nous disputâmes dans la cuisine, les voix montant jusqu'à ce que les voisins tapent au mur. Il partit en claquant la porte, et je passai la nuit à fixer le plafond, les larmes coulant silencieuses. Était-ce la fin, avant même d'avoir commencé? Le lendemain, il revint, un bouquet de roses rouges à la main, mes préférées, celle du jardin de ma grand-mère lyonnaise. Pardon. Je panique quand ça devient réel. Nous nous réconciliâmes sur le lit, avec des mots doux et des corps affamés. Mais le doute s'était installé, comme une ombre au tableau. Paris, en février, offrit une trêve, la Fashion Week battait son plein, et je l'emmenai à un défilé underground, où des mannequins androgynes défilaient sous des spots crus. Il me serra la main, émerveillé, « C'est beau, ce monde que tu habites. » Pourtant, les signes s'accumulaient. Des factures impayées qu'il cachait dans son sac, des textos d'un ami nommé Marc, un ancien collègue de plomberie, devinais-je. Un soir, après une journée éreintante, je fouillai son téléphone par inadvertance, où était-ce délibéré? Des messages ambigus, besoin d'un coup de main financier, vieux. Discrétion assurée. Mon estomac se noie. Était-ce de l'extorsion? Ou pire, une double vie? Je le confrontai lors d'un dîner autour d'argent, avec vue sur Notre-Dame illuminée. Qui est Marc? Demandai-je, la voix calme mais tranchante. Il pâlit, posa sa fourchette. Un pote en galère. Il me prête de l'argent depuis la faillite. Rien de plus. Mais ses yeux fuyaient, et je sentis le sol se dérober. Ne me mens pas, Jules. Pas après tout ça. Il jura sur ses enfants, sur nous, mais le mal était fait. Cette nuit-là, nous dormîmes dos à dos, le silence plus lourd que les mots. Mars apporta un sursis. L'agence signa un contrat mirobolant avec une galerie d'art du Marais, et nous fêtâmes ça dans un cabaret de Pigalle, où des performeurs queer dansaient sous des plumes et des paillettes. Jules, éméché, me dansa un slow maladroit, son corps pressé contre le mien au rythme d'une valse tzigane. Je t'aime, Amaury. Vraiment. Ces mots, sincères dans l'instant, apaisèrent la tempête. Nous rentrâmes enlacés, et l'amour reprit ses droits,
plus intense, comme pour conjurer les démons. Mais le passé, ce traître, revint frapper à la porte. Une lettre anonyme glissée sous mon paillasson, ton Jules a des dettes. Il t'utilise. Vérifie son passé. Mon sang se glaça. Qui? Lucie? Marc? Ou un fantôme du collège? Je n'en parlais pas, mais la graine de la suspicion germa. Nos nuits devinrent des champs de bataille, des étreintes passionnées suivies de silences tendus, des déclarations d'amour ponctuées de questions muettes. Un week-end, nous partîmes en escapade à Lyon, ma ville natale, pour exorciser les spectres. La Saône coulait paresseuse sous le soleil printanier, et nous visitâmes le collège Sainte-Marie fermé pour Pâques, mais ses murs ocres me serrèrent la gorge. Ici, j'étais ton bourreau, dit-il, la main dans la mienne. Et maintenant, demandai-je. Ton amant. Ton sauveur, peut-être. Nous fîmes l'amour dans un hôtel borgne du Vieux-Lyon, sous les poutres apparentes, et pour un instant, le monde fut parfait. De retour à Paris, la réalité nous rattrapa. Élise, ma confidente, me mit en garde, j'ai entendu des rumeurs. Jules fréquente des bars louches à Bastille. Des endroits pour dettes. Je refusai d'y croire, mais un soir, je le suivis. Il entra dans un troquet sombre, en sortit 1 heure plus tard avec une enveloppe. Mon cœur se brisa. Était-ce de la drogue? De l'argent sale? Je rentrai avant lui, feignant le sommeil, et quand il se glissa contre moi, je sentis l'odeur de tabac froid et de mensonge. Le lendemain, l'explosion fut inévitable. « Qu'est-ce que tu caches, Jules » hurlai-je dans le salon, la lettre anonyme à la main. Il s'effondra sur une chaise, le visage dans les paumes. C'est Marc. Il me prête, mais à des taux usuraires. J'ai signé des papiers idiots. Si je ne paie pas. Sa voix se brisa. Tu m'as utilisé pour ça? Pour l'argent de l'agence? Les mots sortirent comme du venin. Il secoua la tête, désespéré, non. C'est pour les gosses. Pour recommencer. Toi, c'est réel. Mais le doute était un poison lent, et notre idylle, si fragile, commença à se fissurer irrémédiablement. Avril fleurit paris d'une douceur trompeuse, les cerisiers du champ de Mars éclatant en pétales roses comme un mensonge sucré. Notre relation, autrefois un feu ardent, n'était plus qu'un brasier couvant sous des cendres de suspicion. Jules et moi naviguions en eau trouble, nos conversations minées par des silences accusateurs, nos caresses teintées d'urgence, comme si chaque étreinte pouvait être la dernière. À l'agence, le professionnalisme nous sauvait, il excellait dans son rôle, réparant non seulement les machines, mais aussi l'esprit de l'équipe par sa présence discrète. Mais le soir, dans l'intimité de mon appartement, les masques tombaient. Je décidai d'enquêter seul, poussé par une paranoïa que je haïssais. Un après-midi, prétextant une réunion, je contactai un détective privé, un ami d'un ami, discret comme l'ombre. Vérifier les finances de Jules Moreau. Tout. Les jours suivants furent un supplice, sourire forcé au petit déjeuner, baiser volé qui sonnait creux. Il le sentit, bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas, Amaury? Tu es distant. Je haussai les épaules, le boulot. Mensonge. Le rapport arriva par mail crypté, dette massive, un prêt chez un usurier lié à la pègre parisienne mineure, et au pire des preuves de chantage. Marc n'était pas un ami, c'était un créancier impitoyable, et Jules avait hypothéqué son appartement familial pour un investissement foireux. Mais rien sur moi. Pas d'utilisation directe. Était-ce suffisant pour pardonner? Je le confrontai un soir pluvieux, dans la cuisine où nous avions partagé tant de rires. Combien tu me dois, Jules? 100 000? 200? Il blêmit, s'adossa au frigo. C'est pas ça. J'ai voulu te protéger. Protéger? Le mot résonna comme une insulte. En me mentant? En me laissant croire que c'était de l'amour, pas une bouée de sauvetage. Les larmes coulaient sur ses joues, et pour la première fois, je vis la profondeur de sa douleur. Je t'aime, crétin. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Pour ne pas te salir les mains. Nous pleurâmes ensemble, puis nous nous embrassâmes avec une violence désespérée, nos corps se heurtant comme pour exorciser la trahison. Cette nuit-là, l'amour fut un cri primal, un mélange de rage et de tendresse qui nous laissa épuisés, enlacés dans les draps froissés. Pourtant, la confiance brisée ne se recolle pas d'un claquement de doigts. Les jours suivants,
nous tentâmes une thérapie de couple un psychologue queer du Marais, aux séances bercées par le bruit de la circulation. La vulnérabilité est la clé, nous dit-il, et Jules s'ouvrit, son enfance ouvrière à Lyon, un père alcoolique qui le battait pour en faire un homme, une mère effacée qui priait pour son salut. J'ai harcelé les autres pour ne pas me haïr moi-même. Moi, je parlais de mes cicatrices, les thérapies forcées par mes parents, l'exil volontaire à Paris pour respirer librement. Ces confessions nous rapprochèrent, transformant la douleur en pont. Mais arriva avec son festival de Cannes retransmis en direct, et nous nous offrîmes un week-end romantique à Deauville, sur la côte normande. La mer était d'un gris tourmenté, mais les dunes nous isolèrent du monde. Nous marchâmes pieds nus sur le sable froid, parlant d'avenir, un appartement plus grand, peut-être adopter un chien, ou même oser-je une vie commune sans secret. Je vais tout rembourser, promit-il, serrant ma main. Avec un prêt légal, cette fois. Je crus en lui, ou du moins, je le voulus tellement que la foi revint. À l'agence, le succès enfla, notre campagne pour l'ONG LGBTQ+, remporta un prix au Festival de la pub française, et Jules fut invité sur scène comme co-créateur technique. Son discours, bref et émouvant, j'ai appris que réparer, c'est aussi pardonner, me fit monter les larmes aux yeux. Les applaudissements crépitèrent, et dans la foule, je vis Élise hocher la tête, approbatrice. Ce soir-là, nous fêtâmes au Fouquet's, sous les marronniers en fleurs, avec du champagne qui pétillait comme nos rires retrouvés. Mais le destin, ce farceur cruel, avait d'autres plans. Une semaine plus tard, Marc surgit à l'agence un colosse tatoué, aux yeux froids comme l'acier. Moreau, ton délai est écoulé. Où est mon fric? Jules, livide, tenta de le calmer dans le couloir, mais les voix montèrent. Je sortis, le cœur battant. C'est une affaire privée, grogna Marc. Pas quand ça touche mon employé, rétorquai-je, la voix ferme. Il ricana, ton amant, tu veux dire? Joli minet comme vous, ça paie bien les dettes. La menace plana, et Jules s'interposa, laisse-le en dehors de ça. Une bousculade, un coup de poing volé au pas à moi, mais à Jules, qui s'effondra, le nez en sang. La police fut appelée, Élise composa le numéro avec des doigts tremblants. Marc fut emmené menottes au poignet, mais le mal était fait, Jules, pensé dans la salle de bain, murmura, c'est fini. Il va tout balancer. Au gosse, à tout le monde. Je le serrai contre moi, ignorant le sang sur ma chemise, on affronte ensemble. Mais intérieurement, la peur grandissait. Et si cette violence attirait d'autres ombres? Les jours suivants furent un cauchemar bureaucratique, dépositions, avocats, et une Lucie furieuse au téléphone. Tes conneries vont ruiner les enfants. Et ce mec avec qui tu traînes? Jules raccrocha, brisé, et se réfugia dans l'alcool ou une bouteille de whisky cachée dans son tiroir. Je le surpris un soir, ivre, pleurant sur le canapé, je suis toxique, Amaury. Partant qu'il est temps. Ces mots me transpercèrent, mais je restais, le bordant comme un enfant, chantonnant une berceuse lyonnaise que ma mère me chantait. Pourtant, la trahison vint d'ailleurs. Élise, ma confidente, avoua un soir, les yeux baissés, c'est moi qui ai envoyé la lettre anonyme. Pour te protéger. J'ai vu des trucs suspects. Son intention était pur amour sororal, mais la violation de confiance me frappa comme un coup. Tu n'es pas ma gardienne, hurlai-je, et notre amitié se fissura. Paris, en juin, avec ses terrasses bondées et ses parfums de jasmin, devint un labyrinthe de doutes. Jules et moi, nous nous raccrochions l'un à l'autre, nos nuits devenues des refuges, des corps entrelacés, des murmures d'amour qui défiaient le chaos. Le climax survint lors d'une soirée d'été au jardin des Tuileries. Une fête privée pour l'agence, avec des lanternes flottantes sur le bassin et du jazz live. Jules, sobre ce soir-là, me prit à part sous un saule pleureur. Je vais tout avouer à Lucie. Sur nous, surtout. Et rembourser avec l'avance du prix. Son courage me submergea, et nous nous embrassâmes passionnément, ignorant les regards. Mais au milieu de la nuit, Marc réapparut au libéré sous caution, sa silhouette massive se découpant dans la pénombre. Moreau, on n'en a pas fini. Une bagarre éclata, poings nus, cris étouffés par la musique. Jules me protégea, encaissant un coup au ventre, et je vis rouge, j'appelai la sécurité, hurlant des injures que je ne me connaissais pas. Marc fut arrêté pour agression, et cette fois, les charges étaient lourdes. Mais le prix fut élevé, Jules, hospitalisé pour contusion, murmura du lit, c'est ma faute. Tout. Ses enfants vinrent le voir, Lucie en taureau,
et la confrontation fut un ouragan émotionnel. « Papa, pourquoi tu te bats ?» demanda le petit, et Jules, les larmes aux yeux, confessa, « Parce que j'aime un homme. Et je veux être honnête. » Lucie, stupéfaite, partit sans un mot, mais planta la graine d'un possible pardon. Sorti de l'hôpital, Jules s'installa chez moi définitivement. Nous réparâmes l'appartement littéralement, avec ses talents de bricoleur, peignant les murs d'un bleu ciel apaisant. L'amour, éprouvé par le feu, en sortit plus fort, des matins paresseux au lit, des promenades main dans la main à Montsouris, où les canards glissaient sur l'étang comme nos peurs dissipées. Mais la cicatrice persistait, des nuits où il se réveillait en sueur, hanté par les dettes, des jours où je doutais encore, fouillant ses poches par habitude. Juillet apporta une éclaircie. L'agence prospéra, et nous lançâmes un projet personnel, un podcast sur les coming-out tardifs, avec Jules comme co-hôte anonyme. Ces témoignages, voilés mais sincères, touchèrent des milliers. La rédemption, c'est possible, disait-il, et je le croyais. Un soir, sur le pont des Arts Ironie, là où tant d'amour se scelle, il s'agenouilla, non pour supplier un job, mais pour offrir une bague simple, en argent martelé. « Épouse-moi, Amaury. Ou pas, si c'est trop tôt. Mais reste avec moi. » Les larmes brouillèrent ma vue, et je dis oui, un oui chargé de tout, pardon, passion, peur vaincue. Pourtant, la trahison ultime guettait. Août, mois des vacances, nous partîmes en Provence au champ de lavande sous un ciel azur, village perché comme des rêves. Là, dans une masse provençale louée, Lucie appela. « Jules, les gosses veulent te voir. » Mais il y a quelqu'un d'autre. Son ton était froid, calculateur. Elle avait rencontré un homme, et pour protéger les enfants, elle menaçait de révéler notre histoire à la famille, au tribunal pour la garde. « Tu n'auras rien si tu ne romps pas avec lui. » Le chantage était clair, et Jules, dévasté, raccrocha. « Je ne peux pas perdre mes gosses, » murmura-t-il, le visage dans les mains. Cette nuit-là, il partit. Sans un mot, laissant un billet, pardon. C'est pour le mieux. Paris me rattrapa comme un boomerang, vide et hurlant. Je cherchais, appelais, mais il avait disparu chez un cousin à Marseille, devinais-je. Les jours se muèrent en semaines de deuil, l'agence tourna au ralenti, mes designs devinrent sombres, tourmentés. Élise revint, penaude, laisse-moi t'aider. Et elle le fit, en fouillant les traces numériques. Jules était à Lyon, chez ses parents, tentant une réconciliation forcée. Je pris le TGV, le cœur en lambeaux, et le retrouvai dans un café de la Presqu'île, vieilli de 10 ans. « Pourquoi ?» demandai-je, la voix brisée. Il pleura, pour eux. Mais je me suis trompé. Sans toi, je suis mort. Nous rentrâmes à Paris ensemble, main dans la main, mais le mal était profond. Lucie gagna la bataille temporaire garde partagée, silence tendu, mais Jules refusa le chantage. Je suis gay, et père. Point. Les enfants, petit à petit, acceptèrent, curieux plus que hostiles. Septembre ramena les feuilles roussies et une routine fragile, comme un ver fin sur le fil du rasoir. Jules et moi reconstruisions, brique par brique, des thérapies conjointes où nous déballions nos peurs comme des valises usées, des dîners où les rires revenaient, timides d'abord, puis francs. L'agence reprit son souffle, boostée par un partenariat avec une association pour jeunes LGBTQ+ de banlieue, et Jules y investit son énergie à atelier de bricolage pour ados en galère, où il partageait son histoire sans phare. J'étais le bully, maintenant je répare, disait-il, et les gamins l'écoutaient, bouche bée. Mais la trahison de Lucie pesait. Elle avait vendu des ragots à la famille Moreau, oncle homophobe, tante murmureuse, et des appels venimeux pleuvaient, tu déshonores le nom. Jules, stoïque en surface, s'effondrait la nuit, et je le consolais avec des mots doux, des corps unis dans la pénombre. On est plus fort, murmurais-je, mais le doute me rongeait, et si l'amour n'était pas assez ? Paris, avec ses festivals d'automne, la foire du livre, les lumières de la nuit blanche, nous offrait des parenthèses, une expo photo sur l'amour queer au palais de Tokyo, où nos mains se nouèrent devant des portraits intimes. Octobre apporta un rebondissement inattendu. Marc, le créancier, fut condamné aux prisons fermes pour extorsion, et une partie de ses biens saisis pour rembourser les victimes. Jules hérita d'une somme rondelette, assez pour solder les dettes restantes. C'est karmique, rit-il, et nous fêtâmes ça au sommet de la tour Montparnasse, champagne à la main, la ville à nos pieds comme une conquête. Ce soir-là, l'amour fut célébration, des rires dans la baignoire pleine de bulles, des promesses chuchotées sous les étoiles artificielles.
Pourtant, le vrai conflit couvait avec les enfants. Le garçon, Théo, âgé de 13 ans maintenant, refusa de venir à Paris. « T'es bizarre, papa. » La petite, Léa, plus ouverte, dessina un arc-en-ciel pour moi ou pour l'ami de papa, mais les visites étaient tendues, ponctuées de silences maladroits. Jules, déchiré, me confia un soir, « Si je dois choisir. » Les mots non dits planèrent, et je sentis la faille s'élargir. Était-ce la fin? Ou un test ultime? Novembre, gris et pluvieux, nous poussa au bord. Une dispute éclata après une visite ratée. Théo avait surpris un baiser, fui en larmes. « Tu ruines tout » hurla Jules, projetant son verre contre le mur. Les éclats de cristal jonchèrent le sol comme nos illusions brisées. « C'est toi qui as fui, avant. Qui a choisi la facilité, rétorquai-je, la voix rauque. Nous nous séparâmes pour la nuit, lui sur le canapé, moi dans la chambre, et le matin apporta un cessez-le-feu fragile. « Je ne veux pas te perdre » murmura-t-il, et nous pleurâmes, unis dans la vulnérabilité. Décembre ramena Noël, et avec lui, une décision radicale. Nous invitâmes les enfants à Paris au pas pour les fêtes, mais pour un atelier familial à l'agence, fabriquer des ornements LGBTQ+ friendly, avec paillettes et rubans. Lucie accepta, à contre-cœur, et le miracle opéra. Théo, réticent d'abord, se prit au jeu, créant un Père Noël en arc-en-ciel. « C'est cool, en fait » marmonna-t-il, et Jules, les yeux humides, me serra la main sous la table. Léa, espiègle, déclara, « Amaury, tu es mon oncle maintenant. » Le cœur gonflé, je sus que l'amour familial pouvait guérir. Mais le chaos trao frappa comme un éclair. À la veille de Noël, Lucie débarqua sans prévenir, un dossier à la main, des photos volées où nous deux, enlacés dans un parc, et une menace, « Je garde les enfants full-time si tu ne disparais pas. » Son visage était un masque de rage contenue, forgé par des années de ressentiment. Jules, blême, la face un gars, « C'est fini, Lucie. Je ne négocie plus ma vie. » Elle rit, amère, « Ta vie? Tu as détruit la nôtre. » Et elle partit, laissant un sillage de poison. La nuit fut un ouragan. Jules s'enferma dans la salle de bain, et j'entendis les sanglots. Je frappai, suppliai, et il ouvrit enfin, « Je vais la laisser gagner. » Pour eux. Ces mots me transpercèrent. Et nous? C'est rien, hurlai-je. Il secoua la tête, c'est tout. Mais je ne peux pas risquer la garde. La trahison ultime, pas la sienne, mais celle du monde qui nous séparait. Je partis errer sous la pluie de minuit, les rues de Paris floues de larmes, jusqu'au Pont-Neuf, où la Seine charriait mes rêves noyés. Au matin, il me trouva là, trempé, brisé. « Pas » dis-je. Mais il s'agenouilla, comme ce premier jour, « Non. » J'ai appelé mon avocat. On se bat pour la garde partagée, avec preuve de stabilité au toit inclus. Son courage raviva la flamme. Nous rentrâmes, unis contre la tempête, et Noël fut salvateur, les enfants arrivèrent, et sous le sapin, nous échangeâmes des vœux sincères. Théo, timide, me glissa un dessin, 2 hommes main dans la main. Pour papa et toi. L'année s'acheva sur une note d'espoir prudent. Janvier, froid et clair, vit le début du procès pour garde, témoignage d'Élise, du psy, même de Marc-Antole, repentant. Lucie plia, forcée par les faits de notre foyer stable, aimant. Les enfants obtinrent un équilibre, week-end à Paris, vacances partagées. Jules et moi, nous scellâmes notre union lors d'une cérémonie intime aux mairies du 4e, entourée d'amis queer, avec la scène comme témoin. Mais la vraie humanité vint plus tard, en février. Jules, face à sa famille élargie lors d'un dîner tendu à Lyon, déclara « Je suis gay. » Et heureux. Les oncles grognèrent, mais sa mère, larmes aux yeux, l'embrassa, « Mon fils. » Le pardon, lent, coula comme un vin millésimé. Mars apporta la paix. L'agence lança une ligne de produits solidaires t-shirts avec slogans comme « Amour sans frontières » et Jules géra la logistique, rayonnant. Nos nuits étaient des havres, lecture à voix haute de Proust, amour lent sous les couvertures. Pourtant, les cicatrices rappelaient, une dispute occasionnelle, un doute fugace. Mais l'amour, mature maintenant, les pensait. Avril, cerisier en fleurs, nous emmena en voyage à Amsterdam, ville des canaux et des tulipes, symbole de liberté. Là, sous un ciel néerlandais, Jules murmura, « Merci de m'avoir cru, malgré tout. » Je souris, et toi, de t'être battu. Notre baiser, sur un pont fleuri, c'est là une vérité, l'amour n'efface pas les blessures,
mais les transforme en force. Mai, Festival de Cannes réel cette fois un caprice, nous vîmes des films sur la résilience queer, et rentrâmes inspirés. Juin, Pride Paris, nous marchâmes en tête de cortège, avec Théo et Léa brandissant des drapeaux, Lucie même présente, réconciliée par le temps. La ville pulsa au rythme de nos cœurs, et sous l'arc de triomphe arc-en-ciel, je sus que nous avions gagné. Pourtant, le doute final surgit en juillet, un appel anonyme à un oncle revanchard, menaçant de révéler le secret du collège. Jules paniqua, mais je le calmai, c'est du passé. Et nous, c'est l'avenir. Nous publiâmes un article dans une revue gay, assumant tout, harcèlement, rédemption, amour. La réponse fut un raz-de-marée de soutien, et les ombres s'évaporèrent. Août, Provence encore, mais paisible, lavande récoltée, dîner sous les étoiles. Septembre, rentrée scolaire pour les gosses, et une famille recomposée. Octobre, un deuxième prix pour l'agence, et une promotion pour Jules associé junior. Novembre, gris mais chaleureux, avec des marrons chauds partagés. Décembre, Noël vrai, dinde, rire, et un toast, à nous. L'hiver 2026 s'annonçait doux, comme un épilogue murmuré. Paris, enveloppé de brume, portait nos traces, un appartement agrandi pour les enfants, des photos de famille sur les murs nous quatre, souriant au Louvre, ou sur la plage de Cabourg. Jules et moi avions traversé l'enfer pour ça, conflits internes, trahisons extérieures, mais l'amour, ce feu tenace, avait forgé notre acier. À l'agence, nous étions un duo invincible lui, le pragmatique, moi, le visionnaire, et nos projets fleurissaient, une app pour témoignages anonymes de coming out, financée par des mécènes émus par notre histoire. Pourtant, l'humanisme de notre parcours ne résidait pas dans le triomphe, mais dans les nuances grises. Jules, parfois, sombrait encore, anniversaire du divorce où l'alcool guettait, nuit où il revivait le collège en cauchemar. Je ne mérite pas ça, murmurait-il, et je le rappelais à la surface avec des baisers patients, des promenades nocturnes le long de la Marne. Moi, je luttais contre la rancune résiduelle ou ces flashs de l'adolescent harcelé, mais la thérapie nous apprit la compassion, pour lui, pour moi, pour le monde imparfait. Les enfants grandirent en témoins bienveillants. Théo, 14 ans, outa son propre crush sur un camarade lors d'un dîner familial comme papa, et nous l'accueillîmes avec des hugues et des conseils. Léa, 10 ans, organisa une fierté maison avec des ballons roses, nous forçant à danser comme des idiots. Lucie, transformée par le temps, devint une alliée improbable, café partagé où elle avouait ses regrets, j'ai eu peur, moi aussi. Le pardon, circulaire, referma les boucles. Un printemps, nous adoptâmes un chat à un rouquin errant du Marais, nommé Baudelaire pour son air mélancolique. Il devint le baromètre de notre foyer, ronronnement quand tout allait bien, griffure quand les tensions montaient. L'été nous vit en road trip, Lyon pour boucler la boucle, visite au collège transformé en centre culturel queer. Jules, main dans la main avec moi, posa une plaque commémorative, pour les invisibles d'hier. Les larmes coulèrent, collectives, cathartiques. L'automne apporta une grossesse surprise pas la nôtre, mais celle de Théo's boyfriend, via une amie, nous devînmes grand-oncle honoraire, riant de l'ironie. L'hiver, un livre, Notre histoire, anonymisé, publié chez un éditeur indépendant. Le garçon qui supplia, titra Théon, et les critiques saluèrent son humanité, un roman sur la rédemption qui ne pardonne pas tout, mais aime malgré tout. Des années passèrent ainsi, en strate d'émotions, joies explosives, mariage légal en 2028, sous un ciel parisien radieux, peine discrète, la mort de la mère de Jules, un adieu serein. À 50 ans, Jules, grisonnant et solide, me demanda en riant, regretterais-tu ce garçon du collège? Je souris, l'embrassant, c'est lui qui m'a mené à toi. Et Paris, éternel, nous berça jusqu'au bout. Dans nos vieux jours, assis sur un banc du Luxembourg, nous regarderions les feuilles tomber, main dans la main. Pas de fin heureuse parfaite la vie n'en offre pas, mais une humanité profonde, l'amour comme acte de courage, le pardon comme choix quotidien, et la romance comme fil rouge dans le tissu du temps. Car au final, ce n'était pas la trahison qui définissait notre histoire, mais la tendresse qui la rachetait, jour après jour, sous le ciel changeant de France.